on a entendu un petit peu les retours sur le millésime de Météo France, moi-même et Nicolas. Je voulais commencer par vous, Michel et Gilles, pour vous demander un petit peu, déjà de réagir par rapport à ce qui a été présenté. Je pense que ça peut être intéressant de voir comment vous avez vécu, comment vous avez compris les présentations et comment vous avez vécu le millésime. Et puis voilà, après on discutera des différents sujets intéressants du millésime. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Moi, je vais plutôt résumer. Ce qui a été présenté, c'est vraiment, je pense, l'avis de beaucoup de vignerons qui sont ici, où on a vécu des périodes de stress hydrique et de gelée. Donc ça a été très compliqué pour gérer, on va dire, tous les stades végétatifs. En ce qui me concerne, je suis sur un domaine relativement grand, où on va dire l'appui des analyses de fructium m'ont permis d'être relativement précis sur les interventions et les déclenchements des irrigations, tout en ayant, on va dire, au quotidien les paramètres climatiques. Donc sur la partie rosée, ça nous a permis de maintenir, on va dire, des niveaux de rendement et de maturité phénolique qu'on recherchait pour les profils de nos vins. Et on a positionné également d'autres capteurs sur une partie beaucoup plus qualitative de rouge et de blanc, où en 2016 on a vu des problèmes de folletage. Et avec toutes les données et l'historique de ce millésime-là, on a pu sur 2017 anticiper les stress tout en créant des déficits au niveau de la viraison pour justement avoir ces niveaux de maturité, de qualité de raisin qu'on recherchait. Donc en résumé, on va dire que ça m'a beaucoup servi pour les dates de déclenchement, pour également les périodes et avec un confort relativement intéressant. Très bien, merci d'avoir convié le Centre du Rosé à cette table ronde. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. C'était très très riche ce qui nous a été présenté. Donc félicitations aux intervenants et j'ai trouvé très intéressant l'intervention de Météo France. On a vraiment beaucoup besoin d'eux, c'était très clair, très, très démonstratif et je pense que pour affronter l'avenir, on a vraiment besoin de données très solides et très objectives. Sébastien l'a dit tout à l'heure avec ses termes à lui, mais on a été surpris à un moment donné quand même de la réaction de la vigne. Il faisait très très chaud. Et bon, on sait que c'est une plante méditerranéenne, mais on était quand même surpris de voir qu'elle tenait un peu le coup. Donc les vignerons l'ont jugé comme ça. Toi, tu as utilisé des indices donc avec ces 70% de déficit, mais on était un peu surpris. Alors on dit elle se débrouille bien la vigne. Oui et non, parce que finalement à quel prix quoi, hein, puisqu'on a quand même eu des volumes trop peu importants cette année. Hein, je pense que certains représentants d'appellations ici pourraient le dire dans la salle. Et puis, en termes qualitatifs, il faut se poser la question. Donc, Alice, tout à l'heure, disait on a eu beaucoup de médailles. C'est un fait. La Provence se fait toujours remarquer par la qualité de ses rosés. Moi, j'ai eu un petit peu des échos de toutes les dégustations multiples et variées qui ont eu lieu sur les rosés cette année. Les vins sont très bons. En effet, ils sont très bons. Il ne faut pas oublier que les vinificateurs aussi, et que certains ont dit c'est une année de vigneron, alors on dit toujours un peu ça, mais quand même on a une telle maîtrise en cave maintenant que malgré les aléas climatiques, on arrive à sauver les meubles. On aurait pu par exemple attendre des rosés un peu plus colorés, parce que cette sécheresse et cette contrainte hydrique fait produire des anthocyanes à la plante, et qu'on ne retrouve pas dans les rosés, qui sont toujours aussi pâles, et qui sont toujours aussi réputés pour leur belle couleur claire. Ça c'est la maîtrise en cave qui fait que les vignerons savent ce qu'il faut faire. Bien sûr, se lever tôt, mais bien d'autres choses aussi qui permettent de maîtriser la couleur. Ceci dit, on a eu aussi quand même des tanins dans ces raisins, et si on peut faire un petit reproche au millésime 2017, c'est qu'on a des vins qui peuvent être un peu donner une petite dureté. Alors, est-ce que c'est la concentration de l'acide tartrique? Est-ce que c'est les polyphénols? Voilà, ça s'est pas vu dans les dégustations, mais on avait des vins qui étaient un petit peu plus durs et légèrement plus tanniques. Heureusement, corrélativement, l'alcool, qui était aussi plus présent, a enrobé un peu ces tanins. Ce qui fait qu'on a toujours des bouches qui sont gourmandes et qui sont très onctueuses et plaisantes. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Et on a aussi une concentration aromatique importante. On a des vins qui sont, cette année, globalement, des bombes atomiques, qui ont vraiment séduit les dégustateurs des jurys.
attention. Attention, c'est bien d'avoir des médailles, c'est bien de faire des bombes atomiques. C'est pas toujours ce que les gens consomment et boivent. Il faut pas perdre de vue, on a un style qui plaît, qui est connu dans le monde entier. Tout le monde veut faire des rosés style Provence. Je sais pas, il faut se poser la question du style qu'on veut avoir à nos vins. Avec des millésimes comme 2017, si on arrive à des vins qui sont trop concentrés, qui sont très riches en arômes, qui sont parfois un peu lourds, il est possible qu'on gagne des médailles, encore beaucoup, mais les dégustateurs des concours ne sont pas les gens qui boivent le vin. Donc peut-être il faut se rappeler de ce qui s'est passé sur les rouges, de cette mode de rouge ultra concentré, qui ont fait qu'on avait à la fin dans le verre à boire et à manger. Peut-être que c'était bien. Peut-être que ça explique un peu, en partie aussi, l'inflexion de la consommation des rouges, qui est venue au profit des rosés. On a besoin quand même de vins qui sont parfumés, certes, qui sont clairs, mais qui sont rafraîchissants, qui doivent accompagner des instants où on boit du vin et où on ne se pose pas trop de questions. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je dis c'est une question. Attention à l'hyperconcentration, attention à faire des extraits de raisin. Voilà, il faut qu'on se pose cette question-là. Pour finir, tout ce que vous avez dit les uns et les autres laisse penser qu'il y a beaucoup de recherches à venir encore, avec Météo France, avec Fruition, avec Vivélis, avec les vignerons, sans doute avec le Centre du Rosé. On avait d'ailleurs monté un joli programme ensemble, bon, qui verra le jour sans doute bientôt. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour essayer d'être fin dans le pilotage, de pouvoir récolter le jour J, apporter l'eau au millimètre près. Donc nous, on sera toujours présents pour accompagner ces recherches, d'autant plus que le vignoble s'équipera avec du goutte à goutte, bien sûr. Donc il y aura un besoin de références très important. Et il y aura aussi des références pour les gens qui ne pourront pas irriguer, puisqu'on le sait, on continue de travailler sur d'autres solutions pour faire face au changement climatique, notamment la question des cépages qui est toujours investie. Voilà un petit témoignage vu de Vidauban. Et du coup, Nicolas, sur cette question de la qualité du vin, enfin des raisins, et le décalage entre fruits frais et puis fruits plus mûrs qui pourrait potentiellement créer cette sensation d'avoir des vins qui sont plus des bombes atomiques. Est-ce que toi, tu penses que dans un contexte de changement climatique, c'est quelque chose qui va être plus difficile à faire, ou est-ce que c'est, avec votre expérience et ce qu'on fait sur l'irrigation, est-ce que ça va être finalement bien compensé par les techniques culturelles? Oui, c'est une bonne question. Ce qu'on constate depuis 15 ans globalement, et pas qu'en Provence, hein, dans la plupart des pays du monde, c'est pas tant une augmentation des degrés à l'accumulation des sucres, puisque les fortes chaleurs et les forts stress se traduisent plutôt par des blocages, donc une baisse de ces degrés. Par contre, les conséquences, c'est que sur un raisin qui a mal mûri, qui s'est arrêté à 11,5, qui a peu de précurseurs fruits frais, l'unique option, c'est de pousser très loin en maturité. Voilà. Et donc d'aller sur des surmaturités, sur les profils de rouge que tu évoquais, Gilles, il y a 10-15 ans, avec des choses hyper concentrées, des tanins très secs, qu'on maquille avec des élevages sous bois, etc. Cette tendance-là revient en arrière. On constate, alors peut-être moins en Californie, mais Chili, Argentine, même sur les Malbec très concentrés ou les Cabernets très sucrants, que sur la tendance, elle est plutôt d'optimiser l'irrigation pour sécuriser une bonne cinétique de maturation, une bonne accumulation des sucres. Le réchauffement climatique fait que les arrêts d'accumulation de sucre sont de plus en plus précoces, globalement, dans la plupart des régions. Et la conséquence principale, c'est que d'attendre le fruit mûr sur pas mal de cépages, pas mal de variétés à cycle long, type Malbec, Cabernet Sauvignon, Grenache, la liste serait longue. Quand on attend 30 jours à 45 jours sur ce plateau de chargement en sucre, le sucre ne rentrant plus dans les baies, l'eau ne peut plus rentrer, donc le raisin ne peut que flétrir ou se maintenir. Et le fait que les arrêts de chargement soient précoces, ce plateau est dans des périodes plus chaudes et plus sèches, et donc il y a un risque de flétrissement et de surmaturation qui est largement supérieur. Et donc l'option des vinificateurs, c'est plutôt de dire je sécurise mon potentiel pour pouvoir récolter en fruits frais, garder de la fraîcheur, garder du fruit, et ensuite travailler les extractions, l'élevage pour travailler la bouche notamment. Parce que les mûrs et les surmûrs sont en général ont des bouches très concentrées, c'est pas le souci, c'est plus l'aromatique. En fruits frais, la contrepartie, c'est que les bouches sont souvent un peu plus diluées, un peu moins concentrées. Voilà. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve en Espagne, au Portugal, Amérique du Sud, voilà, un peu partout. Et du coup, tu as parlé de rendement, et on en a parlé un petit peu tout au long de la journée. Clairement, le gel a eu un effet,
mais on a vu dans ta présentation qu'il y avait quand même, entre les irrigués et non irrigués, on dirait qu'il y a un impact sur le rendement. Est-ce que tu as plus de chiffres là-dessus pour caractériser les pertes quand il n'y a pas d'irrigation, quoi? Oui, globalement on retrouve les entre 10, 15, 20% d'augmentation de la taille des baies. Alors pour être très clair, hein, on doit suivre pas loin de 20 000 parcelles dans le monde en chargement en sucre. Les cas de surirrigation avec des grosses baies diluées qui mûrissent pas, qui restent acides, etc., ça doit représenter moins d'1%. Globalement, on le voit pas. Ce qu'on voit plus, c'est des sous-irrigations ou l'absence d'irrigation qui traduit des blocages, des petits raisins et des aspects concentration aussi, parce que quand on a des baies de 1 millilitre sur un raisin bloqué, la charge tannique est souvent très importante. C'est lié aux carences azotées aussi, pré-véraison, et ça fait un double effet, c'est-à-dire qu'on a un vin qui est compliqué avec des rendements beaucoup plus faibles. Et le ratio, oui, c'est souvent 20-25%, mais pas beaucoup plus, quoi. Sur les cinétiques très longues, genre Grenache, vous continuez à mesurer les volumes, non? Et donc du coup, est-ce que vous avez vu sur ce 2017 peut-être plus de pertes de volume entre le poids à l'accumulation, au maximum d'accumulation, et puis la fin à la vendange? Alors dans les parcelles, alors pas que sur le Grenache, hein, dans tout ce qu'on a suivi, il y a beaucoup de parcelles dédiées au rosé. Donc le rosé, l'intérêt c'est qu'il est récolté sur la phase frais, voire un peu après, mais assez tôt. Donc la période qui rend possible le fraîtissement est assez courte. Sur les quelques rouges, notamment en Syrah, on est à 10-15% de pertes à peu près, ce qui est quand même globalement dans la moyenne, hein, c'est assez classique. Du coup, est-ce que peut-être des questions de la salle sur le sujet de la maturation technologique et puis phénolique? Oui, je voulais savoir du coup si vous avez des indicateurs observés en 2018 qui vous montreraient un impact de 2017. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce que vous avez déjà des idées de comment risque de se comporter la vigne sur le millésime 2018 compte tenu de l'année 2017 et qu'on sait que la vigne fait ses réserves sur 2 ans, si je ne me trompe pas. Moi, ce que je peux partager avec vous, c'est que nous, on a fait pas mal d'études sur les rendements. Donc notamment à Bordeaux, on a une base de données assez intéressante où on a 20 ans d'estimation de rendement avec des données climatiques. Et ce qu'on constate, c'est que l'élaboration du rendement se fait sur vraiment 2 ans, hein, donc 3 ans même. C'est-à-dire que N-1 et N-2 sont importants. Et en gros, les moments clés, c'est vraiment la floraison. La floraison et la nouaison sont vraiment les 2 moments très très importants. Et donc du coup, clairement, s'il y a des phénomènes de déficit hydrique ou déficit azoté au moment de la floraison, il va y avoir des conséquences sur le rendement, et souvent négatives. Après, sur le reste, franchement, sur la qualité, l'accumulation en sucre, non, on n'a rien du tout là-dessus. Intervenir à mon niveau, on va dire. On a fait des analyses de sarment et on s'aperçoit que les mises en réserve sont plutôt avec des sucres solubles plutôt que de l'amidon, ce qui veut dire qu'il y a eu une photosynthèse qui a mal fonctionné, mais avec une bonne initiation florale. Donc si je pense que c'est avec une bonne nutrition et l'eau, les précipitations qu'on a eues ces derniers temps, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. On a évoqué la question de la sécheresse après les vendanges et on n'a pas mis en place de protocole de suivi, mais vraiment si certains vignerons dans la salle ont irrigué après vendange ou au contraire ont souhaité ne pas le faire et aimeraient qu'on puisse... ils sont ouverts à ce qu'on vienne collecter de la donnée chez eux pour poursuivre leur floraison, etc. Vraiment, on est très très preneurs de sites de référence. On se fera un plaisir de venir... compter, envoyer des stagiaires, compter des fleurs, des choses comme ça. Voilà, pour essayer de comprendre justement, enfin on a un très très bon exemple avec 2017, on ne sait pas si ça va se reproduire, à quelle occurrence. Profitons de ces 2 années de sécheresse pour accumuler le plus de données possible, puisque comme nous disait Météo France, c'est peut-être ce que l'avenir nous réserve. Donc on a un site d'expérimentation grandeur nature
tous ceux qui sont partants, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire des suivis avec le centre du Rosé, avec tout le monde. Oui, je voulais vous remercier, c'était vraiment très intéressant. Hein. On a vu à quel point il était important de pouvoir bénéficier de l'eau au niveau qualitatif et quantitatif. Néanmoins, ça a été légèrement abordé à la table ronde, mais je voulais quand même insister sur les techniques culturales. L'eau, c'est très important, évidemment, mais il y a aussi l'entretien du sol, l'état sanitaire, le palissage, etc., etc. Et je pense que tout ce qu'on a vu là au niveau qualité, ça se résume pas qu'à l'irrigation, quoi. Il y a aussi tout le reste. Bien sûr, hein, de toute façon, c'est un problème complexe, hein, donc il n'y a pas de doute. Alors juste une remarque hein, par rapport au palissage, par exemple, l'indice de déficit hydrique que j'ai montré intègre l'architecture foliaire. Hein, donc théoriquement, c'est pris en compte dans la donnée au cours de la saison. Du coup, Michel, je voulais te demander pour revenir sur ces histoires d'irrigation, est-ce que vous, de votre côté, vous avez entrepris des irrigations soit en fin de saison, soit en début de saison avant débourrement, et si oui, pourquoi? Avec quel raisonnement, quoi? On est en plein raisonnement, donc on n'a pas fait encore le choix de savoir si on voulait le faire après la campagne ou en tout début, après débourrement. On espère toujours d'avoir des pluies hivernales qui nous permettent de refaire le réservoir du sol. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus tranquille parce qu'on a eu des précipitations assez conséquentes ces derniers temps. Mais je pense que si 2017 se reproduit, après débourrement, on commencera à enclencher une irrigation pour essayer de refaire quelques réserves. Après, tu as répondu un peu à mon interrogation concernant l'utilisation d'un canon ou continuer sur du goutte à goutte. Ça restait aussi une des interrogations qu'on se posait. Non, après vendange, enfin, après vendange, oui. Chaque fois après récolte, on crée à peu près 30-35 mm. Donc oui, 30-35 mm après chaque. Ouais, voilà. Par contre, on a vu les parcelles qui n'étaient pas irriguées, les parcelles irriguées. Les parcelles qui n'étaient pas irriguées, on a récolté du 15 hecto-hectares, et sur la partie irriguée, on était plutôt à 40-45. Avec une perte générale de 32% sur le vignoble. 32%. Notamment sur le cépage qui a décroché, c'est le Cabernet Sauvignon, quoi. Là, on a eu des tailles de baies vraiment minables, et le phénomène aussi de gelée où pendant 10 souches, il n'y avait pas une grappe. Voilà. Plutôt sur la deuxième partie que tu parlais du 29 avril. Oui, je voulais rebondir sur l'incident de Jean-Jacques Baliquian. Je pense qu'il a raison d'insister sur l'approche globale qu'on doit avoir du régime hydrique de la vigne, et il faut prendre tout en compte. On se souvient il y a quelques années où plus on palissait haut, mieux c'était finalement, hein, où on cherchait de la surface foliaire éclairée. Maintenant, on est en train un peu de se poser la question à l'inverse, on essaie d'économiser de l'eau, donc comme quoi les choses sont jamais acquises. Je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est, vous l'avez dit, l'architecture de la vigne. C'est très important de positionner ces questions de maturation, d'irrigation, au regard de l'architecture globale de la vigne, qui sera peut-être dans 10 ans pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et on a besoin d'expérimenter peut-être de nouveaux modes de taille ou de nouveaux modes de culture qui prennent en compte ces changements récents, et notamment ce fameux changement climatique. Alors bon, c'est pas le sujet de l'après-midi, le changement climatique, mais quand même une info sur les cépages. Bien sûr, on regarde aussi à encore plus long terme que toutes ces techniques qu'on développe aujourd'hui. On regarde l'encépagement du vignoble, on regarde les cépages qui sont plantés dans des zones où il fait le climat qu'il fera chez nous dans 10 ou 20 ans. Donc on l'expérimente bien entendu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les programmes de sélection de variétés qui sont en cours, en France notamment entre l'INRA et l'IFV,
eh bien, ces questions de résistance à la sécheresse et de contraintes hydriques sont prises en compte. Et on essaiera de retenir des variétés et des cépages de demain qui sont bien pourvus et qui résistent bien à tous ces changements. Question ? Je me permets de revenir à une question sur la maturation. Tout à l'heure, dans le diaporama, on a vu, je crois qu'on doit le déguster tout de suite après, le cas d'un vin de rosé de Grenache qui a eu la chance de d'arrêter son chargement à 12,5. Et ça peut nous arriver, nous, sur mon exploitation, que surtout ces 3 derniers millésimes, sur Grenache, d'attendre désespérément cet arrêt de chargement en sucre pour essayer de se rapprocher du pic aromatique. Et de l'attendre désespérément, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à 14 et ça charge toujours activement, hein, je ne parle pas d'un chargement qui traîne, et on veut quand même obtenir le meilleur potentiel de notre raisin, donc attendre cet arrêt de chargement, et on se retrouve à des 14, à des 14,2. Alors heureusement on n'a pas que des grenaches, donc on peut les assembler avec autre chose, mais c'est souvent un petit peu difficile. Alors comment... où s'arrêter ? Ouais, c'est une très bonne question. On n'a pas eu le temps de l'aborder, le temps imparti ne le permettait pas. Et par rapport à la question sur le grenache, ouais, c'est une des spécificités. Bon, alors il n'y a pas que le grenache, mais et ça reprend la question de l'équilibre viticole global, hein, notamment surface foliaire, rendement, peut-être plus que l'état hydrique d'ailleurs dans ces situations-là. C'est que le grenache est capable de charger jusqu'à 14,5-15 degrés sans aucun problème, ce qui pose un vrai souci sur l'équilibre global du vin. Alors, aussi bien en rouge qu'en rosé, c'est peut-être encore plus criant sur le rosé. Nous, ce qu'on avait constaté sur ces chargements-là, c'est globalement plutôt des potentiels à rouge, globalement. Hein, et sur un rosé, on va considérer que les meilleurs rosés, on les a sur des 12,5-13 à l'arrêt d'accumulation sur Grenache. Quand ça arrive à 13,5, 14, 14,5, c'est souvent concentré, phénolique, problème d'astringence, de couleur, etc. Donc là, il faut repenser l'équilibre viticole peut-être global de ces parcelles, travailler sur la surface foliaire, le palissage, le rendement, et ferti-irrigation, et irrigation, et essayer de déplacer les équilibres pour obtenir un arrêt autour de entre 12,5 et 13, c'est à peu près la fenêtre, quoi. Si ça s'arrête à 11,5, c'est qu'il y a un souci. Si ça s'arrête à 14, c'est que c'est pas forcément super adapté pour du rosé. Après, si malgré tout vous y êtes confronté, la stratégie c'est de, quand ça a dépassé les 13 et que ça charge, c'est de récolter, quoi. Toujours dans ce problème de conduite d'un vignoble, est-ce que dans vos référentiels de parcelles, vous avez des vignes enherbées, par exemple? Et comment ça se comporte? Oui, on en a des vignes enherbées. Majoritairement, alors, c'est des généralités, hein, mais évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Ce qu'on constate quand même sur l'ensemble du vignoble enherbé, c'est que la concurrence, elle est surtout sur la croissance printanière, sur la gestion de la vigueur, concurrence pour l'azote, bon, pour l'eau un petit peu aussi également. Et la plupart des parcelles qu'on suit avec cet enherbement, il est plutôt dans un objectif de réduction de la vigueur printanière pour maîtriser la surface foliaire, maîtriser les rendements. Et ensuite, quand on arrive sur fin juin, juillet, en général, l'enherbement grille, quoi, hein, ou le sol est retravaillé, ou voilà, pour un système de paillis ou autre. C'est rare de mener l'herbe verte jusqu'à la récolte. Je sais pas, c'est pas le but en général. Donc il y a un effet, oui, sur la surface foliaire et sur l'équilibre global de la plante. Donc à terme sur le cycle, il y a un effet aussi sur la cinétique de consommation d'eau. Donc c'est absolument pas anodin, mais je crois que l'impact il est aussi principalement sur l'azote et la partie aromatique, peut-être plus que sur l'aspect hydrique.